Bonjour à tous. C'est un casse-tête lancinant et c'est bien davantage encore. C'est un problème qui mine l'Union européenne qui s'est avérée absolument incapable de le traiter et qui divise profondément les pays européens au point de discréditer en partie leurs dirigeants politiques et en tout cas au point de créer de nouvelles réalités politiques et de changer tous les équilibres. Je veux parler de l'immigration, bien sûr. Bonjour Georges Carelli, vous êtes l'ambassadeur de Hongrie en France et depuis 5 ans. Et on va parler ensemble de la réforme que propose la Commission européenne et des réserves que votre pays a d'ores et déjà formulées. Mais un mot de vous-même, vous êtes complètement hongrois, vous êtes d'une famille illustre en Hongrie, votre nom est connu de tous là-bas, vous avez une longue et prestigieuse histoire familiale. Et en même temps, vous êtes complètement français, vous avez été éduqué ici, vous êtes même un Français de première classe puisque vous avez fait l'ENA. Vous représentez... Non, j'ai fait Sciences Po. Vous avez fait Sciences Po. Je ne suis pas allé jusqu'à l'ENA. Ah, vous n'avez qu'à moitié pêché, donc. Et en même temps, alors, ce qui est frappant, c'est quand même de voir que vous représentez un pays qui est debout sur les freins pour le droit d'asile, alors que vous-même et votre famille avez profité de cet asile quand vous avez quitté la Hongrie après le coup d'État communiste, juste après la guerre. C'est paradoxal, non ? Ce n'est pas paradoxal parce qu'en 70 ans, le monde a quand même changé et la situation de cette époque n'a absolument rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Mais parmi les gens qui réclament aujourd'hui asile en Europe, il y en a beaucoup qui arrivent de pays qui sont soumis à une véritable tyrannie, non ? Ça dépend. C'est une population qui change. Tout dépend pour quelles raisons ils partent. Et c'est une typologie qui évolue énormément. Ce sont des gens qui, effectivement, ont été au départ, qui étaient au départ originaires de pays où ils subissaient toutes sortes de difficultés. Mais aujourd'hui, cette situation a changé et la plupart de ceux qui se présentent sont en fait des gens qui, comme on a l'habitude de le dire, cherchent en Europe une vie meilleure. Alors ça pose un tout autre problème que celui des réfugiés politiques d'après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont deux situations qui, à mon avis, ne sont absolument pas comparables. Alors, en plus, il faut ajouter que le cas de la Hongrie est tout à fait particulier parce que c'est un pays qui a été démembré et plusieurs fois après la guerre de 14, qui a connu toutes sortes de traumatismes au XXe siècle et qu'un bon tiers des Hongrois vit aujourd'hui à l'étranger. Et certains sont à l'étranger sans jamais avoir quitté leur maison, puisqu'une partie de la Hongrie est devenue roumaine ou est devenue serbe, etc. Est-ce qu'il y a... On connaît des Hongrois célèbres, en France notamment, Nicolas Sarkozy évidemment, mais pas que lui. Est-ce qu'il y a une capacité des Hongrois à s'intégrer dans les pays où ils s'installent? Est-ce qu'il y a une spécificité de l'immigration hongroise? Les Hongrois ont une capacité évidente à s'intégrer dans les cultures où ils se trouvent à l'aise. Et pour reprendre mon cas, lorsque nous sommes arrivés en France, nous nous sommes immédiatement trouvés à l'aise en France. Nous n'avons eu aucun problème de différence de culture. Et malgré tous les problèmes liés au fait qu'on arrivait là sans argent, sans contact, sans relation, sans rien, après avoir tout quitté, on a finalement, après un début difficile, trouvé notre place en France. Et aujourd'hui, vous venez de dire que je suis à la fois hongrois et français, c'est vrai, mais sous cet angle-là, je me sens plutôt européen au sens profondément culturel. Vous n'avez pas eu de réseau d'accueil. Vous ne vous êtes pas retrouvé au sein de la diaspora hongroise quand vous êtes arrivé à Paris? La diaspora hongroise était toute dans la même situation que nous. Donc nous n'avions personne sur qui nous appuyer. Une diaspora qui datait de 1918, qui datait de l'avant-guerre, qui datait de la guerre, non? Non, nous n'avions... Enfin, d'après ce qu'on m'a raconté, parce que quand nous sommes arrivés, j'étais tout petit, j'avais 1 an, donc je n'ai aucun souvenir personnel, mais d'après ce qu'on m'a raconté, nous n'avions pas de contact avec cette précédente diaspora.
Donc les Hongrois ne sont pas des exilés à part, ils s'intègrent, et c'est pareil en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, oui. Absolument. Non seulement les Hongrois s'intègrent là où ils trouvent une culture qui leur convient, mais de la même manière, ils intègrent parfaitement des gens d'une culture comparable à la leur qui viennent chez eux. Est-ce qu'ils votent, ces Hongrois de l'étranger, cette diaspora? Est-ce qu'elle a un poids électoral? Oui, depuis 2010, les Hongrois de l'étranger, donc non seulement ceux qui habitent dans les pays limitrophes, mais tous les autres, ont le droit, pour ceux qui ne l'avaient pas, d'acquérir la nationalité hongroise et par conséquent de devenir électeurs. Alors, ils peuvent voter. Alors, évidemment, ils ne votent pas dans une circonscription puisqu'ils ne résident pas en Hongrie, mais leurs voix sont ajoutées à la partie scrutin de liste. Ils votent pour Viktor Orban comme... Ils votent pour qui ils veulent. Oui, mais les résultats des élections, ça donne quoi? Le résultat des élections montre que, vous savez, ces électeurs de l'étranger représentent en termes de sièges, ça joue sur 1 à 2 sièges sur un Parlement qui en fait à peu près 200. Ouais. Et d'après ce qu'on a pu constater, mais ça peut changer du jour au lendemain, jusqu'à présent, ces électeurs-là ont plutôt voté pour le parti Fidesz. C'est exact. On va parler de ce pacte migratoire qu'a présenté la Commission européenne il y a 5 ans. On s'en souvient, elle avait déjà tenté de réformer le droit d'asile. Il y a 5 ans surtout, il y avait eu cette grande vague migratoire à laquelle Angela Merkel avait ouvert les bras. Et la Commission avait alors proposé un système de quotas qui avait été récusé par un certain nombre de pays, chaque pays étant donc invité à recevoir chez lui une proportion de migrants demandeurs d'asile. La Hongrie, et avec elle, ses voisins tchèques, slovaques, polonais, avaient dit « niet », vous vouliez rester maître chez vous. Cette fois-ci, devant les propositions de Ursula von der Leyen, c'est pas non, c'est plutôt peut-être. Alors écoutez, la proposition de la Commission, et nous l'avons dit, M. Orban l'a dit, a changé de ton. Donc ce n'est plus un système aussi rigide que celui contre lequel, avec d'autres, nous nous étions élevés à l'époque. Nous constatons un certain progrès dans l'approche. En revanche, nous constatons que le fond de la chose n'a pas vraiment changé, dans la mesure où la Commission s'évertue toujours à gérer la migration, alors que nous disons qu'il ne faut pas la gérer, il faut l'arrêter. Autrement dit, il faut empêcher que les gens qui, de toute façon, ne seront pas retenus en Europe, ne prennent la route. Vous les dissuadez. On va en parler précisément, mais sur l'attitude de la Commission, ce qui a changé, c'est qu'il vous semble que Ursula von der Leyen est moins bornée, moins affirmative, moins autoritaire que son prédécesseur. Absolument. Et ça, nous lui en donnons acte et nous lui en avons donné acte. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de la Commission avec Sarah Samiar-Onfils. La Commission européenne a finalement plié face aux États membres hostiles à l'accueil des migrants en Europe. Le nouveau pacte européen sur la migration et l'asile n'oblige pas les pays de l'UE à prendre en charge des demandeurs d'asile en cas d'afflux. Ils devront en revanche participer au renvoi des déboutés du droit d'asile depuis le pays européen où ils sont arrivés, vers leur état d'origine. Mais toutefois, si un État est soumis à une pression migratoire importante et qu'il estime ne pas pouvoir assumer la prise en charge des migrants, il pourra demander l'activation d'un mécanisme de solidarité obligatoire. Tous les États seront mis à contribution en fonction de leur poids économique et de leur population. Les pays auront le choix entre accueillir des demandeurs d'asile, aider à la construction de centres d'accueil ou parrainer le renvoi des migrants dans leur pays. Nous devons nous concentrer davantage sur les retours. Il y a dans notre paquet aujourd'hui nombre d'initiatives pour atteindre une efficacité accrue dans les retours. Pour Bruxelles, ce nouveau pacte est un moyen de contourner le refus persistant de plusieurs pays, notamment ceux du groupe de Visegrad, avec la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ou encore la Slovaquie, qui refusent d'accueillir des migrants. C'est pourquoi la Commission européenne veut tirer les leçons de l'échec des quotas de relocalisation décidés après 2015 pour tenter de sortir de l'impasse. La question n'est pas de savoir si les États membres doivent être solidaires et contribuer à aider,
Mais comment ils doivent le faire? Moria a été un rappel brutal. Nous devons trouver des solutions durables en matière de migration et nous devons tous nous mobiliser. La Commission a dévoilé les grandes lignes de son projet de réforme. Elle prévoit un durcissement des renvois de migrants irréguliers et des contrôles accrus aux frontières extérieures. Elle prévoit aussi de réviser le règlement Dublin, qui consiste à confier au premier pays d'entrée d'un migrant dans l'UE la responsabilité de traiter sa demande d'asile. Ce pilier du système d'asile en Europe n'a cessé d'alimenter les tensions entre les 27 en raison de la charge qu'il fait porter aux pays géographiquement en première ligne des arrivées, comme la Grèce, l'Italie ou encore Malte. Dans ce nouveau système, il y aura de nouveaux contrôles obligatoires sur toutes les frontières. Actuellement, la seule obligation pour un État membre dans le cas d'une personne arrivée illégalement est de prendre ses empreintes digitales et de les enregistrer. Dans ce nouveau système, toutes les arrivées seront soumises à de rigoureux contrôles de sécurité sanitaire et de vérification d'identité, ce qui permettra de rediriger immédiatement les personnes vers la procédure appropriée. Au moment même où le bateau Alan Kurdi de l'ONG CI, avec 133 migrants à bord, a fait route ce mercredi vers Marseille, un mécanisme de solidarité est aussi prévu concernant les sauvetages en mer. Le nouveau pacte propose en effet de mettre à l'abri des poursuites judiciaires les ONG sauvant des migrants en mer. Alors on voit que le dossier est quand même très compliqué, très complexe. Ce ne sont pas des questions simples auxquelles on répond par des slogans. Il y a une véritable poussée quand même qui s'exerce sur l'Europe. D'abord, il y a 5 ans, quand Angela Merkel a ouvert les bras, comme on le disait, à cette foule qui se pressait à ses portes, ce qu'on appelle le pacte de Dublin, les accords de Dublin, ont volé en éclats. L'accord de Dublin imposait qu'un demandeur d'asile reste dans le pays où il dépose sa demande, dans le pays où il arrivait le premier en Europe. Tout ça n'existe plus aujourd'hui. Est-ce qu'il faut le regretter ? Je pense qu'il y a un malentendu profond autour de la relation qui s'établit entre les États et les migrants. On ne parle que des États qui sont plus ou moins accueillants. Qui sont plus ou moins en première ligne, surtout. Oui, mais parce que la situation de l'Italie n'est pas celle de la Lituanie. Bien sûr. Donc tous les pays qui possèdent une frontière Schengen, qu'elle soit maritime ou terrestre, ont quelque part la responsabilité de la contrôler. C'est ce que nous avons fait, nous, à notre niveau en Hongrie. Nous avons une frontière terrestre avec une frontière Schengen terrestre. Nous l'avons contrôlée. Avec la Serbie. Avec la Serbie notamment. Et la Serbie, c'est la route des migrations, la route terrestre. Voilà, donc nous avons pris nos responsabilités, nous avons protégé notre frontière et nous avons fait en sorte que personne ne rentre illégalement, je précise bien illégalement, en Europe. Avec un grillage. Avec un grillage qui empêche les entrées illégales. Alors les autres pays comme la Grèce, l'Italie, qui ont principalement des frontières maritimes, la situation est beaucoup plus difficile, mais elle doit pouvoir être gérée aussi. Oui. Sinon, il n'y a plus de barrage. Sauf que vous ne pouvez pas imaginer de mettre des grillages autour de toutes les îles grecques. Non, mais on peut imaginer que ceux qui se présentent, et ça c'est très important, les migrants qui se présentent aux frontières de la Grèce et de l'Italie, chacun sait qu'ils n'ont que très peu de chances d'être, au bout du compte, admis à rester. Par conséquent, ce sont des gens qui, un jour ou l'autre, devront être renvoyés chez eux. Alors nous, ce que nous disons, au lieu d'inciter à cette espèce d'aller-retour mortifère, parce qu'entre-temps, ils traversent un pays comme la Libye, où ils sont détroussés, malmenés, battus, violés, tout ce que vous voulez. Ensuite, ils prennent place dans des embarcations qui sont près de couler 3000 nautiques après avoir quitté les côtes libyennes. C'est ça qu'il faut arrêter. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la politique trop tolérante, par exemple, d'Angela Merkel est responsable des milliers de naufrages et de disparus qu'il y a eu en Méditerranée depuis 2015 ? Madame Merkel a pris une décision au niveau de l'Allemagne, puisque c'est le pays dont elle est responsable, qui mérite le respect. Si l'Allemagne souhaite recevoir des migrants, nous n'avons aucune intention de critiquer cette approche. Même s'il passe par la Hongrie pour aller jusqu'en il faut bien qu'il passe par un pays quelconque avant d'arriver en Allemagne. L'Allemagne n'a pas de frontière Schengen. Maintenant, les autres pays, et notamment, et ça c'est très important, à partir de l'Afrique, de la Libye, l'Italie, Malte, etc.,
nous, ce que nous souhaitons, c'est que ces gens ne prennent même pas la route, puisqu'on sait, parce qu'on sait qu'ils seront renvoyés. Donc c'est l'aller-retour qui est... Monsieur l'ambassadeur, quand vous dites que vous n'avez rien à reprocher à Angela Merkel, mais d'une certaine manière, si on suit votre raisonnement, le fait d'accueillir les migrants sans distinction dans un premier geste explique qu'il y ait eu 600 000 migrants ont été repêchés en Méditerranée par Frontex et les différents pays européens depuis 2015. Ça a un coût, cela. Et par ailleurs, le trafic des migrants représente 300 millions d'euros pour l'an dernier et cette année, d'après les estimations qui sont faites. Et ça aussi. Bien sûr. Mais notre politique en tant que Hongrois consiste à porter l'aide là où on en a besoin, là où le problème trouve sa source, et pas à importer un problème qu'on est ensuite incapable de gérer. Nous avons, le groupe des V4, c'est-à-dire Hongrie, Slovaquie, Pologne et République tchèque. Ceux qui sont debout sur les freins. Nous avons, il y a bientôt 3 ans, nous avons offert 35 millions d'euros pour le financement d'équipements permettant de faire échec au départ des embarcations de migrants à partir de la Libye. Ces 35 millions d'euros, à l'heure où nous parlons, n'ont toujours pas été dépensés. Pourquoi ? Parce que c'est le chaos en Libye. Mais parce que, sans doute, ceux auxquels nous les avons donnés n'ont pas jugé utile de les utiliser. Ça nous pose un problème. Parce qu'ils n'ont pas trouvé un interlocuteur sur la côte libyenne auquel on pouvait confier cet argent. Vous savez très bien que les trafiquants sont aussi une partie des forces déployées sur place, une partie des milices. Oui, mais si on suit ce raisonnement, le départ d'embarcation à partir de la Libye est une fatalité. Nous refusons cette fatalité. Bon, il faut peut-être discuter avec les Turcs. Ce sont les Turcs qui désormais épaulent. Il faut discuter avec tous ceux qui tiennent entre leurs mains ce problème, le problème migratoire. C'est vrai que nous sommes entre les mains des Turcs pour une bonne partie du problème. Alors, on a aperçu dans le sujet qui nous était présenté la commissaire aux affaires intérieures de l'Union européenne, Madame Ylva Johansson. Elle dit que l'Union européenne n'a toujours pas accueilli suffisamment de migrants, c'est ce qu'elle a dit au Parlement. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, ça ? Ça m'inspire le commentaire que je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'Union européenne n'a pas accueilli assez de migrants. Ça veut dire qu'il y a un problème de natalité en Europe et qu'il faut compenser le déficit démographique en accueillant des gens qui ont une force de travail, une vitalité, une jeunesse. Et on fait quoi avec l'Union européenne ? Mais on fait quoi avec ces gens ? Les personnes ne sont pas interchangeables. Les gens ne sont pas des numéros qu'on remplace quand il y a un moins quelque part, on met un plus ailleurs et on arrive au signe égal. C'est pas comme ça que ça marche. On a affaire à des gens, à des personnes qui ont une culture, qui ont un souhait. Qui ont eux-mêmes des intentions. Quand les migrants prennent la route, ils ont des objectifs. Ces objectifs, personne n'en tient compte. On les traite comme des animaux qu'on fait passer d'un pré à l'autre en fonction de l'herbe qu'on peut brouter. C'est ça qui est intolérable. Selon vous, monsieur l'ambassadeur, quel est l'objectif des migrants qui viennent en Europe ? C'est de se faire une vie de famille, et de pouvoir élever ses enfants, construire... non ? Oui, mais c'est un drame. C'est un drame parce que ces gens doivent pouvoir trouver leur bonheur chez eux et le rôle de l'Europe doit être de les y aider. Nous le faisons en tant que Hongrois à notre modeste niveau. Nous avons un programme qui s'appelle Hungary Helps et qui est un programme humanitaire, non militaire, qui est destiné d'une part, à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin dans les pays de départ des migrants, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Nous avons par exemple restauré entièrement un petit village irakien qui, par reconnaissance vis-à-vis de la Hongrie, a même ajouté à son nom le nom de Hongrie. Nous sommes présents en Afrique noire. Nous avons un programme qui est financé par le gouvernement hongrois, qui est dirigé par un secrétaire d'État et qui vise d'une part à faciliter le retour au pays de ceux qui le souhaitent
qui vise deuxièmement à dissuader ceux qui voudraient partir de s'en aller, de manière à ce que ces gens puissent trouver leur bonheur dans leur pays. Le fait d'aller dans un autre pays, au risque d'ailleurs de ne pas y être admis, me semble une solution lose-lose. Tout le monde est perdant dans cette affaire. Est-ce que vous diriez, en écoutant la commissaire européenne aux affaires intérieures, que l'Union européenne, ou du moins la Commission, a opté pour le multiculturalisme que les opinions publiques refusent? La Commission a effectivement opté pour le multiculturalisme et il est tout aussi évident que les opinions publiques sont extrêmement inquiètes devant ce multiculturalisme. C'est un petit peu ce que je disais au début. La Commission, malgré les efforts qu'elle a faits dans la proposition qui vient d'être présentée, n'arrive pas à se sortir de cette espèce de gang qui vise à considérer d'une part la migration comme une fatalité. Et à partir du moment où c'est une fatalité, il faut la gérer. Alors, l'idée de la Commission, c'est de dire que, par exemple, vous parlez des frontières maritimes tout à l'heure, il y a combien de kilomètres de frontières en Europe? 30 à 40 000 kilomètres de frontières, quelque chose comme ça à peu près, et qu'il n'est pas possible d'ériger une clôture tout au long, tout autour de ce continent. D'ailleurs, même la Hongrie elle-même n'a pas une clôture, elle a une clôture avec la Serbie, mais elle n'en a pas avec l'Autriche, elle n'en a pas avec dans ses autres voisins. Il y a une clôture que sur la route des migrants. Est-ce que l'Europe pourrait se barricader? Mais en attendant que l'Afrique se développe, comme vous l'expliquiez. Est-ce que, en attendant que le monde soit développé, que l'harmonie universelle règne, que la démocratie s'impose, est-ce que l'Europe doit se barricader? Avant de se barricader, il faut supprimer les causes du barricadage, si j'ose dire. Par conséquent, vous parliez de l'Italie qui a une dizaine de milliers de kilomètres de côte, c'est vrai, mais l'Italie n'a pas besoin de se barricader si on fait en sorte que les gens ne partent pas, ne prennent pas la route. Ok, d'accord. C'est ça qu'il faut faire. On a compris faire. votre logique. Maintenant, la Commission propose deux solutions. Aux pays, elle leur propose, le pacte que propose la Commission, c'est de dire, soit vous acceptez les migrants et vous avez une aide européenne pour les intégrer, soit, si vous le refusez, vous vous occupez finalement de les rapatrier dans le pays d'où ils viennent une fois que leur demande aura été rejetée et les demandes seront traitées plus rapidement. Est-ce que ça vous paraît réaliste? Non. Pourquoi? Ça me paraît totalement irréel et je ne suis pas le seul. Même ceux qui, d'une manière générale, considèrent que cette proposition est acceptable, estiment que cet aspect-là de la proposition est totalement irréel. Le problème du renvoi des migrants dans leur pays d'origine est le problème central auquel nous sommes aujourd'hui. Personne n'y arrive. Personne n'y arrive. Pourquoi? Il y a 24 accords de réadmission qui ont été signés par l'Union européenne avec les pays du Maghreb et les pays d'Afrique. Très bien, très bien. Mais alors, en vertu de quoi est-ce qu'on peut imaginer qu'un pays comme la Hongrie, puisque c'est quand même bien de ces pays-là qu'il s'agit, puisque vous avez dit que ceux qui refusent des migrants devraient accepter le parrainage des renvois au pays. C'est-à-dire s'occuper concrètement de renvoyer au pays, et s'il n'y arrive pas, par contre, le migrant reste en Hongrie. Voilà. Alors c'est bien à cela qu'on veut arriver, et c'est bien cela qui est complètement irréaliste. D'abord, comment pouvez-vous imaginer que ces petits pays soient plus malins pour obtenir ce résultat que les grands pays d'Europe, la France, membre du Conseil de sécurité, l'Union européenne en tant que telle? Vous imaginez que la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque ou la Pologne seront en elles-mêmes capables de résoudre un problème que personne n'a été capable de résoudre avant eux? C'est complètement... Et en plus de ça, je dirais même qu'il y a derrière tout cela un certain cynisme, parce que la proposition poursuit en disant que si dans un certain délai, c'est-à-dire 8 mois je crois, ces pays-là, donc encore une fois la Hongrie en l'occurrence, sont incapables de faire ce qu'on attend d'eux, eh bien ils devront conserver les migrants. Alors moi je veux bien qu'il ne s'agisse plus d'un système de relocalisation obligatoire, mais ça lui ressemble assez furieusement. Ça reste quand même une sorte de casse-tête infernale, mais en même temps, est-ce qu'on ne s'exagère pas quand on est hongrois le problème? Il y a 20 millions
d'étrangers extra-communautaires dans l'Union européenne, 20 millions seulement, sur 400 et quelques, hein, n'est-ce pas? C'est un problème qui n'est pas si important que ça? L'erreur fondamentale, je crois, consiste à ne considérer ce phénomène que sur la base de chiffres. Nous le considérons sur la base d'une culture. Et je crois que l'antagonisme est là. Les gens ne sont pas des chiffres, les gens ne sont pas des numéros. Ces 20 millions de personnes que vous citez, qui peut-être demain seront 30, 40 ou 50, personne n'en sait rien, ce ne sont pas des numéros, ce sont des individus, ce sont des personnes qui ont leur culture. Et cette culture n'est pas forcément homogène avec la nôtre. Et ça va poser des problèmes. Merci Georges Caroli. Winston Churchill disait qu'il y avait 3 sortes de mensonges. Il y avait les mensonges, les gros mensonges, et il y avait les statistiques, hein, les chiffres. Merci à vous. Ainsi va le monde. L'info continue sur Télé Sud.